Zaporijia. 10 octobre 2025, 3 heures du matin. Ce que vous venez de voir fait partie de la plus grande attaque coordonnée russe depuis le début de la guerre. 465 drones et 32 missiles ont été utilisés contre des cibles réparties dans toute l'Ukraine. Poutine voulait envoyer un message. Il a réussi. Mais l'Ukraine a déjà réagi. Qui est venu d'un endroit qu'il pensait impossible? Elle est venue de 1400 km à l'intérieur du territoire russe. Elle a plongé un demi-million de Russes dans le noir. Et ce n'était que le début. D'abord, laisse-moi te montrer ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Parce que ce n'était pas une opération militaire ordinaire. La Russie attaquait l'infrastructure civile ukrainienne pour la 3e année consécutive. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a même un nom pour ça. Armer l'hiver. En d'autres termes, cela signifie transformer l'hiver en une arme. La stratégie est simple et brutale. Leur idée est à peu près la suivante. Si vous ne pouvez pas gagner sur le champ de bataille, essayez de briser la population civile. Éteignez la lumière, l'eau et le chauffage dès le froid pour obliger le gouvernement à céder et mettre fin à la souffrance du peuple. Cela dit, vous allez maintenant comprendre pourquoi cette nuit-là à Zaporijia faisait partie de quelque chose de bien plus grand. À Kiev, 800 000 personnes se sont retrouvées sans électricité, 2 millions sans eau. Des maisons et des vies détruites. Une tactique russe habituelle prive les Ukrainiens de chaleur et de lumière avant l'hiver. Cette fois, c'est aussi par vengeance. À Kharkiv, Soumy, Dnipropetrovsk, l'histoire est la même. Coupure de courant généralisée. Et ce n'était pas un hasard. La Russie a utilisé certains de ses systèmes de missiles les plus avancés. Le Kinzhal en faisait partie. Un missile qu'ils appellent hypersonique. Il y a aussi l'Iskander, un missile balistique tactique extrêmement précis. Ce sont des armes coûteuses et sophistiquées, conçues pour pénétrer des défenses aériennes avancées. Mais voici le détail important. La stratégie russe a un nom technique. Victoire par le volume. L'idée n'est pas que chaque missile ou drone atteigne sa cible, c'est d'en lancer tellement que certains finiront inévitablement par passer, peu importe la qualité de la défense. Et cette nuit-là, même si les forces ukrainiennes ont abattu 405 des 465 drones et 15 des 32 missiles, ceux qui sont passés ont causé une destruction massive. Maintenant, si l'on considère les lois internationales, il n'y a aucun doute que c'est un crime de guerre. Attaquer délibérément des infrastructures civiles essentielles à la survie de la population viole les conventions de Genève. Nous ne parlons pas seulement de loi écrite. La Cour pénale internationale a déjà inculpé l'ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, et le chef d'état-major, Valery Gerasimov, pour des attaques précédentes. Exactement comme celle-ci. Mais alors que les villes ukrainiennes plongeaient dans l'obscurité, quelque chose d'intéressant se produisait à la télévision d'État russe. Un commentateur s'est installé devant les caméras et a fait une déclaration surprenante. Il a dit que les attaques étaient humanitaires. Oui, humanitaires. La logique présentée était la suivante. En détruisant l'infrastructure ukrainienne et en plongeant le pays dans le froid et l'obscurité, la Russie essayait en réalité de sauver des vies ukrainiennes. Et il voulait atteindre cet objectif en forçant le gouvernement Zelensky à prendre conscience de la réalité et à négocier la paix plus rapidement. Réfléchissez-y une seconde. Des attaques qui laissent des millions de personnes sans électricité ni eau au début de l'hiver sont décrites comme de l'aide humanitaire. Ça ressemble à une blague, n'est-ce pas? Mais c'est la bonne vieille propagande russe. L'objectif est de créer une réalité parallèle, où la Russie n'est pas vue comme un agresseur, mais comme un sauveur. Aussi absurde que cela paraisse, ce récit fonctionne en Russie.
Elle rassure la population russe que son gouvernement fait ce qu'il faut, même lorsque les actions contredisent complètement cette affirmation. Mais et qu'est-ce qui compte vraiment? C'est là que l'histoire devient intéressante. Moins de 24 heures après cette attaque, des sirènes ont commencé à retentir à Belgorod, une région russe qui borde l'Ukraine. Ce n'était pas la première fois, mais la troisième en 2 semaines. Cette fois, l'Ukraine n'a pas visé des sous-stations au hasard, mais la centrale thermique principale de Loutch, en zone rurale russe. Le résultat ? Un demi-million de personnes sans électricité. Le gouverneur de la région a tenté de minimiser le problème. Il a affirmé dans un communiqué que les coupures de courant étaient dues à la chute de débris, et non à des attaques directes de drones. Il a évoqué d'éventuelles coupures de courant tournantes par précaution dans les jours à venir. Mais des vidéos sur les réseaux sociaux racontaient une histoire différente. Elles montraient d'immenses incendies, des explosions dans des sous-stations critiques. La tentative de contrôler le récit n'a pas fonctionné lorsque les gens pouvaient y voir ce qui se passait de leurs propres yeux. Et l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Alors que Belgorod faisait face à l'obscurité, des drones ukrainiens ont visité une usine dans le territoire occupé de Donetsk. Une usine qui produisait des drones vus à la première personne, ces petits drones à vue à la première personne qui sont devenus l'une des armes les plus meurtrières de cette guerre. L'usine produisait également des munitions. Les images ultérieures ont montré le site complètement détruit. Ce n'était pas qu'une représaille, mais une attaque stratégique ciblant la capacité de production militaire russe. Mais l'attaque qui a vraiment tout changé a eu lieu dans un endroit dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Oufa. La capitale du Bashkortostan est située à environ 400 km de la frontière ukrainienne. Et jusqu'à cette semaine-là, elle était complètement hors de portée de tout ce que l'Ukraine pouvait faire. Ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Un drone ukrainien a parcouru toute cette distance et a frappé la raffinerie de Bakhneft, mais ce n'est pas une raffinerie comme les autres. C'est l'une des 3 plus grandes de Russie, avec une capacité de production de 24 millions de tonnes par an. Elle fournit de l'essence, du diesel et d'autres produits directement aux forces armées russes. L'attaque a provoqué un incendie près de l'unité de distillation du pétrole brut et a forcé un arrêt partiel des opérations. Ceux qui croient à un coup de chance se trompent. C'était la 3e attaque des services de renseignement ukrainiens dans cette région, rien qu'en octobre. 3 attaques en 1 mois, à 1400 km de distance. Cela démontre des capacités, pas de la chance. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous voyons ici. Des drones artisanaux, parcourant plus de 1000 km à l'intérieur du territoire russe et frappant des cibles stratégiques. Comment est-ce possible? La réponse a 2 volets. Tout d'abord, il y a la technologie ukrainienne. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a développé une nouvelle génération de drones longue portée. Ce sont des systèmes comme Lyuty, Firepoint, qui séparent les mouvements, et RUT. Ils sont tous de production nationale. Et l'Ukraine a démontré sa capacité à les utiliser à grande échelle. Il y a eu des rapports d'attaque coordonnés, utilisant jusqu'à 300 drones simultanément. Mais il y a une deuxième partie de cette équation, tout aussi importante, le renseignement américain. Depuis juillet de cette année, les États-Unis ont commencé à fournir des données détaillées pour soutenir la campagne d'attaque à longue portée de l'Ukraine contre le secteur énergétique russe. Et ce renseignement est crucial, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un drone qui vole sur 1400 km. Il faut savoir quel itinéraire emprunter pour éviter le système de défense aérienne S-400. Il faut savoir exactement où la raffinerie est la plus vulnérable. Il faut savoir quand les équipes radar changent, où se trouvent les angles morts. C'est cela qui transforme un drone relativement bon marché en une arme de précision. Pensez-y comme ça.
Un drone ukrainien coûte entre 50 et 100 000 dollars à produire. Un missile Kinzhal russe coûte environ 10 millions de dollars. Les mathématiques soutiennent l'Ukraine. Et lorsque vous ajoutez du renseignement de qualité à cette équation, l'efficacité augmente exponentiellement. Maintenant, parlons de l'impact réel de ces attaques, car il y a beaucoup de confusion et de chiffres qui circulent. Vous avez probablement déjà entendu certains chiffres concernant la destruction de la capacité de raffinage russe. Certains vont jusqu'à 38%, mais la vérité est que ce chiffre a besoin de contexte. Il représente la capacité totale combinée des 16 raffineries qui ont été attaquées en août et en septembre. Ce chiffre suppose que chacune de ces raffineries a été totalement détruite. Mais en pratique, la situation est plus compliquée. Beaucoup de ces raffineries continuent de fonctionner, mais avec une capacité réduite. Les équipes de réparation russes parviennent à remettre certaines unités en service relativement rapidement. Mais malgré cela, l'impact est réel et mesurable. La production russe d'essence a chuté de 10%. Le journal russe Commerçant l'a confirmé. La production totale de raffinage de la Russie est tombée en dessous de 5 millions de barils par jour, le niveau le plus bas depuis le printemps 2022. Et cela se traduit directement en argent. En septembre, les revenus russes provenant des exportations de produits pétroliers ont chuté de 13% par rapport au mois précédent. Les exportations ont baissé de 9%. La Russie doit donc exporter plus de pétrole brut, moins rentable que les produits raffinés comme le diesel et l'essence. Cela entraîne des marges plus faibles et moins de recettes fiscales pour l'État. Mais l'impact le plus visible se produit à l'intérieur de la Russie. Le président Zelensky lui-même a déclaré que les attaques savaient provoquer une pénurie de carburant équivalente à jusqu'à 20% de la demande russe. Et ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des files d'attente dans les stations-service, ce sont des prix qui augmentent. Ce sont des gens ordinaires, des Russes, qui ressentent les conséquences d'une guerre qui auparavant semblait lointaine. Le gouvernement russe a dû prendre une mesure drastique. La Russie a décidé d'interdire l'exportation de carburant jusqu'à la fin de l'année, au milieu des attaques de l'Ukraine contre le réseau énergétique russe. Interdire l'exportation d'essence, ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de désespoir. Et il y a plus. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que les raffineries russes ne se remettront pas complètement de ces dommages avant au moins la mi-2026. La raison ? Les sanctions occidentales bloquent l'accès de la Russie à des composants spécialisés et à la technologie nécessaire pour des réparations complexes dans les raffineries. La Russie doit chercher des alternatives moins avancées auprès de pays comme la Chine. Réparations plus lentes, technologies dégradées, coûts plus élevés. Maintenant, pensez au dilemme stratégique que cela crée pour Poutine. Pour défendre les raffineries et d'autres installations critiques réparties sur tout le territoire russe, il doit réaffecter des systèmes de défense aérienne. Des systèmes comme le S-400 qui sont extrêmement précieux. Mais si vous retirez ces systèmes de la ligne de front ou de Moscou pour protéger Oufa, vous créez des vulnérabilités ailleurs dans le pays. Et maintenant, l'Ukraine choisit où attaquer. L'initiative a changé. La Russie n'attaque plus seulement. Elle doit maintenant se défendre sur son propre territoire. Et quand vous entendez parler de guerre asymétrique, c'est un parfait exemple de son fonctionnement. Avec un investissement relativement faible dans le développement et la production de drones longue portée, l'Ukraine cause des milliards de dollars de dégâts, des pertes de revenus et un chaos logistique dans le principal moteur économique de la Russie. Le rapport coût-efficacité de ces attaques pour l'Ukraine est exceptionnel. Quant à la Russie, eh bien, le coût de la défense de centaines d'installations statiques vulnérables, réparties sur un territoire immense, est astronomique. Maintenant, tu te souviens de ce que ce commentateur russe a dit à propos de l'attaque, qu'il s'agissait d'une sorte d'aide humanitaire. Eh bien, la propagande russe ne s'est pas arrêtée là. Attends, ça peut empirer. Quelques jours après ces attaques, un autre propagandiste est apparu à la télévision d'État russe. Et il avait une proposition intéressante.
Il a affirmé que la Belgique et la France devaient verser des réparations à la Russie pour les dommages causés par les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries russes. La logique présentée était la suivante. Tout fonds d'actifs russes gelé, utilisé pour aider l'Ukraine, sera simplement ajouté à un compte de réparation futur que la Russie présentera. Et devine qui va payer? La Belgique, la France et les Pays-Bas vont payer. La Belgique, la France, d'autres pays européens. Pense à ce que cela représente. En droit international, le principe des réparations est clair. L'agresseur paie les dommages causés à la victime. L'Allemagne a versé des réparations après la Seconde Guerre mondiale, tout comme l'Irak au Koweït. C'est l'agresseur qui indemnise la victime. Mais ici, la propagande russe renverse complètement la situation, transforme l'agresseur en victime et exige que les alliés de la victime paient pour avoir aidé à la défense. Aussi absurde que cela puisse paraître, cela sert un objectif stratégique en Russie. Cela prépare la population intérieure à un conflit plus long et plus coûteux, et répond aux critiques potentielles concernant l'augmentation des coûts de la guerre. Et cela crée un récit, où la Russie n'est pas la cause du chaos, mais la victime d'une conspiration occidentale plus vaste. Pendant 3 ans, cette guerre avait une géographie claire. Elle se déroulait en Ukraine. Les Russes la regardaient à la télévision. Leurs villes fonctionnaient normalement. Leurs raffineries produisaient du carburant. Leurs centrales fournissaient de l'énergie. Il y avait une séparation confortable entre la guerre là-bas et la vie ici. Poutine a toujours misé là-dessus. Il a toujours su que tant que les Russes ordinaires ne subissaient pas de conséquences directes, ils pourraient continuer la guerre indéfiniment. Mais maintenant, pour la première fois depuis 2022, les Russes ordinaires ressentent l'impact. Et pas à la télévision, mais à la pompe à essence, dans les files d'attente aux stations-service, lors de nos coupures de courant tournantes, dans les nouvelles sur les raffineries en feu à des centaines de kilomètres de la frontière, dans des endroits qui devraient être sûrs. La guerre n'est plus quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Elle leur arrive à eux. Poutine comptait sur l'hiver contre l'Ukraine. Mais ce sont les Russes qui sont désormais dans le noir. Et ce message qu'il voulait envoyer, l'Ukraine y a répondu haut et fort. Depuis 1400 km de distance. Maintenant, je veux connaître votre avis. Combien de temps pensez-vous que l'économie russe peut supporter ce rythme d'attaque contre les raffineries avant de s'effondrer? Répondez dans les commentaires. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans cette guerre, partagez-le avec quelqu'un qui en a aussi besoin. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.